C'est assez drôle parce que, en général, on a cette image de l'expertise, dans n'importe quel domaine d'ailleurs, comme une espèce d'immense montagne de données qu'on aurait patiemment accumulée. Ouais, tout à fait. Et surtout quand on pense à la maîtrise totale d'une langue étrangère. L'image qui vient direct à l'esprit, c'est ce cliché de l'individu qui aurait littéralement avalé un dictionnaire entier. C'est ça, on imagine qu'atteindre le sommet, eh bien, ça consiste à mémoriser chaque mot. Exactement, chaque exception grammaticale, jusqu'à pouvoir se dire, bon bah, ma base de données interne est complète. Et en fait, cette vision très mécanique de l'apprentissage, elle est hyper répandue. Tout simplement parce qu'elle offre un sentiment de contrôle, tu vois. Ouais, c'est rassurant. Et l'esprit humain adore ce qui est quantifiable. Donc, compter le nombre de flashcards qu'on a mémorisés ou le nombre de règles de conjugaison qu'on maîtrise, ça donne une belle illusion de progression bien linéaire. C'est clair. On se dit que le travail paie, quoi. Voilà. L'idée dominante, c'est vraiment qu'en empilant suffisamment de petites briques de vocabulaire, on finit inévitablement par construire le grand mur de la fluidité. Sauf que, et c'est là que ça devient passionnant, les recherches sur le stade ultime de la maîtrise du français, donc le fameux niveau C2, elles révèlent une réalité totalement contre-intuitive. Complètement. Notre exploration d'aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent, elle se penche sur un document super intéressant intitulé Mastering Advanced French, The Path to C2 Fluency. Un très bon texte, ouais. Et en fait, c'est le script d'un cours magistral destiné aux apprenants de très très haut niveau. Et la mission de ce texte, sa thèse centrale, c'est de détruire complètement cette idée de la montagne de données. Ah bah ça, la pulvérise, c'est sûr. Atteindre le niveau C2, c'est pas connaître tous les mots, c'est plutôt apprendre à entendre ce qui n'est pas dit, décoder les silences, les sous-entendus et tous ces codes invisibles qui flottent entre les phrases. C'est exactement ça. Le document propose un cadre analytique qui va carrément déplacer l'objectif final. Mhm. À ce niveau-là, au niveau C2, la perfection grammaticale ou la richesse du vocabulaire, c'est considéré comme des acquis de base. Mhm. C'est même plus le sujet. Le vrai objectif, ça devient ce que le texte appelle la transparence cognitive. La transparence cognitive, j'adore ce terme. Ouais, si puissant. Il s'agit du point de bascule exact où le cerveau arrête complètement son processus de traduction consciente. L'apprenant ne décode plus du tout une langue étrangère, il ressent directement une intention. Une émotion, un concept pur. Voilà, l'outil linguistique devient littéralement invisible au profit du sens. C'est une dynamique fascinante, honnêtement. Pas seulement pour ceux qui apprennent des langues, mais juste pour comprendre comment le cerveau humain gère une charge cognitive aussi massive. Grave. Et pour bien saisir ce concept de transparence, la source s'attarde sur un exemple de la vie courante. Une simple petite phrase. C'est intéressant. Le fameux « c'est intéressant ». C'est ça. Si on est au niveau C1, qui est pourtant un niveau de compétence déjà extrêmement solide, on va décoder les mots. On entend « c'est » plus « intéressant ». On en déduit logiquement que la personne en face exprime un engouement ou une curiosité sincère. Et c'est précisément là que le piège de la traduction littérale se referme sur nous. Le texte démontre bien que, selon l'intonation, le contexte de la discussion, ou même la hiérarchie sociale entre les gens, L'ambiance générale, quoi. ouais, tout ça, eh bien, un locuteur natif français qui utilise la phrase « c'est intéressant » peut très bien être en train de formuler un rejet poli. Ah ouais, c'est le classique « je m'en fous, mais je reste poli ». Exactement. Le message réel, la couche implicite, c'est je n'adhère pas du tout à cette idée, mais les conventions sociales m'imposent de rester courtoise pour clore le sujet ». C'est fou. Et le niveau C2 exige de capter cette seconde couche d'information de manière quasi instantanée. Sinon, la communication est rompue. Et ça, même si tous les mots ont été parfaitement entendus et compris. L'image qui me vient en tête en lisant cette partie du document, c'est, je sais pas si tu vois la matrice dans le film Matrix. Oh, excellente analogie. Au début, le héros, il regarde un écran et il fait un effort conscient pour déchiffrer chaque petit symbole vert qui tombe de haut en bas. Ouais, les fameuses lignes de code. C'est ça. Ces symboles verts, ce sont les mots isolés et la grammaire. Mais une fois la maîtrise atteinte, il ne voit plus du tout les lignes de code. Il voit directement la réalité simulée. La femme en robe rouge. Exactement. La femme en robe rouge ou une rue animée. Il perçoit l'environnement sans qu'aucune ligne de code ne vienne bloquer sa vision. Et la transparence dont parle la source, pour moi, c'est exactement cette capacité à voir la scène sans remarquer le code source.
Mais c'est tout à fait ça. Et la neurologie derrière cette métaphore, elle est hyper concrète. Le texte détaille la charge cognitive monumentale que le cerveau doit gérer pendant une simple interaction. C'est pas juste remplacer un mot par un autre. Non, pas du tout. C'est pas une simple substitution lexicale. Le cerveau, il doit traiter simultanément le sens littéral, la mélodie de la phrase, les références culturelles partagées, l'ironie éventuelle. Ça fait beaucoup d'onglets ouverts en même temps. C'est le cas de le dire, et le contexte social en plus. Donc prendre les mots au pied de la lettre, ça monopolise tellement d'énergie que ça empêche le traitement de toutes ces autres couches. D'accord. C'est vraiment la ligne de démarcation claire établie par la source. Sans cette perception de l'implicite, l'interaction reste superficielle. Ok, donc sachant que l'objectif suprême, c'est d'atteindre cette transparence et de lire entre les lignes, faut comprendre ce qui bloque ce processus. Et le texte identifie 5 obstacles majeurs, 5 défis spécifiques au niveau C2. Les fameux bosses de fin, comme on pourrait dire. C'est ça. Et au lieu d'être de simples petits problèmes de vocabulaire, ils s'enchaînent d'une façon hyper logique. Tout part du premier défi, qui est la vitesse extrême et la haute densité informationnelle. Les natifs parlent vite. Très vite. Et ils ont cette fâcheuse habitude de condenser leurs idées, d'utiliser ce que le texte appelle des ellipses, c'est-à-dire qu'ils suppriment carrément des mots, ou même des étapes logiques entières de leur raisonnement. Et cette suppression, il faut bien comprendre qu'elle n'est pas accidentelle, elle est vraiment structurelle. Les natifs sautent des étapes parce qu'ils présument que la personne en face possède déjà les briques manquantes pour reconstituer le sens. Ah, donc l'ellipse fonctionne comme une sorte de raccourci cognitif partagé. Tout à fait. Mais pour que ce raccourci fonctionne, ça exige un prérequis énorme, ce qui nous amène direct au deuxième défi soulevé par le document, le vocabulaire spécialisé et la culture générale. Bah oui, forcément. Pour combler les vides laissés par les ellipses, l'apprenant doit maîtriser le lexique de la politique, de la philosophie, de l'économie. Sans ce bagage de fond, les petits sauts logiques de la conversation deviennent de véritables précipices. On tombe dans le vide, quoi. Et puisque les natifs s'appuient constamment sur ce fameux bagage commun pour sous-entendre des choses, ça crée vraiment le terrain idéal pour le troisième défi, l'humour et l'ironie. Ah, l'ironie française! Un vaste sujet. C'est clair. L'humour, au fond, quand on y pense, c'est rien d'autre qu'une ellipse poussée à l'extrême. C'est un saut logique qui se termine par une chute inattendue. Ouais, c'est une très bonne façon de le voir. Et le texte rappelle bien que l'ironie française repose massivement sur des jeux de mots subtils, ou des petits clins d'œil à des événements historiques. Donc si le cerveau de l'apprenant utilise toute son énergie pour traduire les mots littéralement, le temps de latence tue la blague. Le fameux moment de silence gênant avant le rire forcé. Exactement. Et la difficulté s'amplifie encore quand on intègre le quatrième facteur de la source, qui concerne les variations géographiques. Oui, parce que ces codes culturels, cet humour, c'est pas du tout standardisé. Le français, c'est un organisme mondial qui évolue. C'est clair. La densité de l'information ou les références implicites varient drastiquement selon qu'on se trouve à Paris, à Marseille, au Québec, à Bruxelles ou à Dakar, par exemple. L'apprenant de niveau C2, il doit vraiment calibrer son oreille à des écosystèmes qui sont très très différents. Ce qui nous amène du coup au cinquième et dernier défi pointé par la source, le langage corporel et les codes sociaux. Et là, je dois avouer qu'en lisant cette partie-là précisément, j'ai eu une vraie objection, une sorte de blocage. Ah bon? Laquelle? On a souvent cette idée reçue que le langage corporel, c'est le truc le plus universel de l'humanité. Je veux dire, un sourire traduit la joie partout dans le monde, non? Un haussement d'épaule traduit l'incertitude. C'est ce qu'on a tendance à croire, ouais. Et un silence, c'est juste une absence de son. Du coup, je me suis posé la question, en quoi l'absence de mots peut-elle constituer un défi de niveau C2, spécifique à une seule culture? Eh bien, figure-toi que ce présupposé de l'universalité du non-verbal, il est méthodiquement démonté par la source. L'analyse montre qu'un geste ou un silence porte une charge sémantique qui est entièrement programmée par la culture cible. Vraiment? Même le silence? Surtout le silence. Prenons un exemple. Dans certaines cultures asiatiques ou même nordiques, un silence prolongé après une proposition, c'est souvent un marqueur de profond respect. Genre, je prends le temps de réfléchir à ce que tu viens de dire. Exactement. C'est le signe qu'on accorde de l'importance à l'idée. Mais dans le contexte français décrit par le document, un silence après une argumentation, ça peut être lourd de reproches. Ah ouais, le silence qui glace le sang. Voilà. Ça peut indiquer un désaccord frontal qu'on choisit simplement de ne pas verbaliser, ou bien ça signale que l'interlocuteur a franchi une limite sociale. C'est pas un vide en fait, c'est un vocabulaire silencieux qui est extrêmement dense et qu'il faut absolument pouvoir lire. C'est vertigineux de réaliser que même le silence
nécessite une traduction culturelle. C'est le mot, oui. Face à cette cascade de défis, je veux dire, la vitesse qui crée les ellipses, qui exige un contexte, qui nourrit l'ironie, le tout enrobé de codes non-verbaux cryptiques, la réaction d'un cerveau normal, c'est tout simplement la panique, quoi, ou la frustration. C'est tout à fait naturel de ressentir ça. Mais heureusement, le document ne laisse pas l'apprenant démuni face à ça. Il détaille 5 stratégies cognitives pour survivre dans ce chaos. Ça commence par l'écoute globale. L'écoute globale, ouais. L'idée, c'est de capter la mélodie d'une phrase plutôt que de s'arrêter net sur un mot inconnu. Et ça, c'est suivi immédiatement par l'inférence contextuelle, où on va déduire le sens d'un terme grâce à la structure globale de la phrase. Et cette inférence contextuelle, elle demande une souplesse mentale vraiment énorme, parce qu'elle s'appuie sur la troisième stratégie, qui est, à mon avis, la véritable clé de voûte de l'apprentissage avancé. Tu parles de la tolérance à l'ambiguïté. Exactement. La tolérance à l'ambiguïté. La source insiste hyper lourdement sur cette compétence psychologique. Il s'agit en fait de la capacité à accepter de naviguer dans le brouillard, accepter de ne pas tout comprendre tout de suite sans que le cerveau ne déclenche une énorme alarme de stress. C'est une super métaphore. Cette notion de tolérance à l'ambiguïté, moi, ça me rappelle vraiment la conduite par temps de brouillard léger. Ah oui, très juste. Si, à chaque fois qu'une silhouette au loin te semble un peu floue, tu piles sur les freins, tu sors de la voiture pour vérifier de quoi il s'agit, tu n'arrives jamais à destination. C'est épuisant et totalement contre-productif, ouais. Voilà. L'apprenant qui s'arrête mentalement sur chaque mot inconnu bloque sa propre progression. Pour avancer, il faut accepter que certaines formes restent floues temporairement, et il faut faire confiance au tracé général de la route. Au contexte global, quoi. C'est ça pour continuer à rouler, et en général, le sens finit par s'éclaircir de lui-même. L'analogie du brouillard illustre ça à la perfection. Et la source propose d'ailleurs un test pratique redoutable pour illustrer cette dynamique, avec un extrait de texte sur la modernité. Ah oui, ce fameux passage. Le texte est délibérément chargé de termes qui sont susceptibles de provoquer cette panique cognitive chez l'apprenant. Je crois que j'ai le passage exact sous les yeux, je vais le lire. Ça dit ceci. D'un côté, nous assistons à une démocratisation sans précédent de l'accès au savoir, jusque-là ça va. Mais après, de l'autre côté, cette abondance informationnelle génère son propre cortège de problèmes. Déjà, cortège, ça peut faire freiner. Grave. Et le texte enchaîne ensuite sur des concepts complexes comme la surcharge cognitive, la dichotomie ou l'isolement stérile. Honnêtement, un apprenant même de niveau C1 qui entend le mot cortège ou dichotomie en pleine discussion, il risque fort de donner un grand coup de frein dans le brouillard. C'est clair, il va faire un blocage, chercher la traduction exacte de cortège, et pendant ce temps-là, Il perd totalement le fil de l'argumentation qui suit. exactement. Et c'est précisément là que la quatrième stratégie du document entre en scène. L'attention aux marqueurs discursifs. Les fameux petits mots de liaison. Voilà, le cerveau qui est habitué au niveau C2, il ne va pas du tout s'arrêter sur le mot cortège. Il a déjà repéré les véritables panneaux de signalisation de la phrase, c'est-à-dire d'un côté et de l'autre côté. C'est brillant. Ces simples petits mots préviennent le cerveau qu'une opposition logique est en train de se construire. Donc, la structure de la pensée importe beaucoup plus que le lexique précis. L'apprenant comprend instantanément qu'on lui présente les bénéfices de la technologie, d'un côté, face à ses dangers de l'autre, sans avoir besoin de définir le mot dichotomie au milieu. C'est exactement ça. Et la dernière stratégie mentionnée, c'est la métacognition. Ça consiste simplement à observer son propre processus, c'est-à-dire réaliser qu'on a failli paniquer sur un mot bizarre et ramener consciemment son attention sur la structure globale. Franchement, la théorie est brillante. Mais l'une des grandes forces de ce document, pour moi, c'est qu'il ancre cette psychologie dans une vraie routine d'entraînement tangible. Le fameux plan d'action. Ouais. Il détaille un plan sur 60 jours. Et ce qui m'a paru vraiment intéressant, c'est la progression de ce plan. Les 2 premières semaines, elles sont dédiées uniquement à l'immersion passive. On demande à l'apprenant d'écouter des heures de contenu sans prendre une seule note, juste pour s'imprégner. Mhm. Mais du coup, pourquoi commencer par une approche aussi relâchée quand on vise l'excellence de l'analyse? C'est une super question. En fait, c'est parce que l'immersion passive agit sur une zone très spécifique du cerveau, ce qu'on appelle la cartographie phonémique. Ok, la cartographie phonémique. En se contentant d'écouter, sans aucune pression de devoir reproduire ou même analyser le sens profond, le cerveau a l'espace mental nécessaire pour s'habituer au rythme, aux intonations et à la musicalité des accents. C'est vraiment une préparation du terrain neurologique, tu vois. Comme un échauffement.
Exactement. Ensuite, les semaines 3 et 4 enclenchent l'analyse active. Là, l'apprenant va commencer à disséquer les structures complexes qu'il a perçues. D'accord. Et puis, les semaines 5 et 6 passent à la production, notamment par la technique du shadowing. L'idée, c'est d'écouter un natif et de répéter presque simultanément pour forcer les voies neuronales à adopter la vitesse de prononciation requise. Et le plan culmine avec une immersion totale et surtout très diversifiée. Et pour nourrir ça, le texte fournit même une liste de ressources ciblées. L'idée, c'est pas de regarder n'importe quel programme à la télé, mais de confronter le cerveau à des syntaxes vraiment complexes. Du contenu dense, ouais. Des émissions radiophoniques exigeantes, comme celle de France Culture, où les phrases sont hyper longues et structurées. Des chaînes YouTube d'analyse aussi. La source cite Nota Bene pour l'histoire ou Hygiène mentale pour la zététique. De très bonnes références. Mais pourquoi ces chaînes-là en particulier, à ton avis? Le document explique que c'est parce qu'elle propose une argumentation logique très rapide et surtout non scénarisée dans le cas des débats. Ça force le cerveau à traiter des concepts abstraits en temps réel. C'est l'entraînement ultime. Et le document conseille aussi la littérature. Lire Camus, Sartre, Modiano ou Houellebecq pour ancrer les différentes nuances du pessimisme ou de l'ironie littéraire française. Ouais, alors ça, cette diète médiatique, elle est vraiment conçue pour pousser les capacités cognitives au maximum. Cependant, la source aborde avec beaucoup de lucidité le danger psychologique inhérent à ce processus, ce fameux plateau de compétences. Ah, le mur de verre. Le mur de verre, ouais, c'est souvent comme ça qu'on l'appelle. Et c'est vraiment le moment critique de tout apprentissage de haut niveau. L'apprenant suit le plan de 60 jours, il fait tout bien. Il écoute des débats complexes, il lit Camus le soir, mais soudain la jauge de progression semble s'arrêter net. Plus rien ne bouge. Voilà. Tous les efforts fournis ne se traduisent plus par une amélioration visible au quotidien. La sensation de stagner à quelques mètres du sommet, alors qu'on donne absolument tout, ça doit être une épreuve mentale extrêmement difficile. C'est très dur, c'est sûr. Mais ce sentiment de stagnation, en fait, il s'explique par la nature même du niveau qu'on a atteint. À ce stade, l'essentiel du vocabulaire explicite est déjà connu. Donc l'apprentissage n'est plus du tout linéaire, ni même visible de l'extérieur. Et c'est là que l'analyse de la source offre un recabrage qui me paraît vital. Elle explique que derrière ce mur de verre psychologique, le cerveau est en train de réaliser un travail de fond colossal. Un travail invisible. C'est ça. Il s'agit plus d'ajouter de nouvelles données, mais de réorganiser l'ensemble du réseau neuronal pour automatiser les connexions. C'est la fameuse phase où la traduction consciente se dissout peu à peu pour devenir ce réflexe inconscient dont on parlait au tout début. Le travail est souterrain, tu vois, mais c'est lui qui crée la véritable fluidité. Le fait de savoir que la machinerie tourne à plein régime sous le capot, même quand le véhicule semble faire du surplace, je trouve que ça permet vraiment d'éviter l'abandon. C'est hyper rassurant. Mais le document donne aussi une solution très pragmatique pour traverser ce mur. Il dit qu'il faut radicalement changer ses propres critères de réussite. Exactement, c'est crucial. Si l'apprenant évalue ses progrès en comptant le nombre de nouveaux mots qu'il a appris dans la semaine, l'échec psychologique est garanti. La source propose plutôt de mesurer le succès à l'aune de la vitesse de traitement de l'implicite. Donc la victoire, c'est la fraction de seconde gagnée pour comprendre une blague, sans avoir besoin de se la répéter mentalement. C'est ça. Et pour stimuler cette réorganisation neuronale, il faut exposer le cerveau à des environnements toujours plus chaotiques. Sortir de sa zone de confort. Passer d'un podcast bien enregistré et bien monté à, par exemple, un débat télévisé en direct avec des intervenants qui se coupent la parole sans arrêt, qui utilisent des expressions idiomatiques à la volée et où le contexte change à chaque seconde. L'imprévisibilité force le cerveau à abandonner la traduction pour privilégier la compréhension intuitive. En prenant un peu de recul sur toute cette analyse, il y a une grande leçon qui se dessine, je trouve. La maîtrise d'un système complexe, que ce soit la langue française au niveau C2 ou n'importe quel autre domaine hyper exigeant, c'est jamais une destination statique. Non, jamais. C'est pas un diplôme qu'on accroche fièrement au mur après avoir mémorisé une base de données. Le processus d'apprentissage, c'est un mouvement perpétuel. Le texte souligne d'ailleurs, et avec beaucoup de justesse, que même les locuteurs natifs poursuivent cet apprentissage tout au long de leur vie. Bah oui, la langue évolue. Voilà, ils intègrent de nouveaux jargons professionnels, ils s'adaptent à l'évolution de l'argot des plus jeunes, et ils affinent leur compréhension des dynamiques sociales. L'objectif, c'est vraiment pas l'omniscience lexicale. Le but ultime, tel que défini par toutes ces stratégies, c'est cette fameuse transparence. C'est ça. Atteindre le point exact où le véhicule du langage disparaît totalement de la conscience pour laisser toute la place à l'échange brut d'idées.
Et ce cheminement vers la transparence, ça soulève une réflexion philosophique assez profonde, je trouve, qui prolonge un peu tout ce dont on a discuté aujourd'hui. Je t'écoute. Si la maîtrise absolue s'atteint précisément au moment où on cesse d'analyser consciemment chaque mot, chaque structure, se pourrait-il que la véritable fluidité ne s'obtienne qu'à l'instant exact où l'on abandonne le désir de perfection? Ah, c'est une belle façon de le voir. C'est une réflexion qui invite à penser que, paradoxalement, c'est seulement en acceptant de lâcher prise sur le contrôle total de la mécanique qu'on s'ouvre véritablement à la connexion humaine, dans toute sa complexité et surtout dans toutes ses imperfections. Je suis tout à fait d'accord. C'est une idée qui donne vraiment envie de toujours chercher à entendre ce qui vibre au-delà des mots, pour tous ceux qui nous écoutent et qui se lancent dans ce défi.